Ben déjà donner un canevas de départ. La formation, c'est la clé de tout. Même les gens qui sont autodidactes, en fait, ils se forment d'une manière ou d'une autre, donc ils prennent l'information quelque part. Et sans ça, c'était pas possible d'arriver à produire des reportages de cette manière-là. Donc il y a certaines compétences que j'ai acquises dans le collectif DR et qui derrière donnent des outils pour derrière être autodidacte et chercher et savoir comment chercher l'information et laquelle. Je me souviens, une des premières révélations que j'ai eues en suivant ces formations-là dans la première année que j'ai suivie dans le collectif, c'était apprendre à faire un synopsis. C'est genre putain mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est ça le vecteur de communication avec les médias. C'est pas je vais envoyer un mail en essayant de décrire bizarrement mon sujet en mettant des trucs en pièces jointes. C'est non, on fait un PDF avec une certaine structure, une manière de penser le sujet. Et déjà ça te donne une clé de communication qui est communément acquise dans le milieu. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cet épisode a été enregistré à Perpignan dans le cadre du festival de photojournalisme Visa pour l'image. Comme chaque année, nous nous y rendons avec les photographes du collectif DR et c'est justement avec l'un d'entre eux, à savoir Alexis Lemété, que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Il nous parlera de son parcours ainsi que du reportage qu'il publie dans le livre DR3, actuellement disponible en précommande. Je vous mets un lien en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie d'Alexis et vous souhaite une bonne écoute. Salut Alex, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, je m'appelle Alexis. Je suis ingénieur dans les énergies renouvelables et également photographe indépendant. Je fais partie du collectif DR depuis bientôt 4 ans. Ouais. Donc tes spécialités, c'est en photo, c'est ce qui touche à ton autre boulot ou tu as aussi fait des choses qui n'ont rien à voir ? Il y a une grande partie de mon travail en photo qui a trait à cette activité-là, à savoir les énergies renouvelables, l'accès aux ressources dans des pays qui sont plutôt isolés ou qui souffrent de précarité. Et il y a une autre partie sur laquelle je travaille qui est plutôt un angle social, où je travaille sur des problématiques sociales. J'ai travaillé sur les migrations, sur l'exil, en ce moment je travaille sur la féminisation de certains métiers qui sont plutôt adressés aux hommes, et sport aussi. Ouais, donc le panel est un peu large quand même. Le panel est large, mais je dirais que si on devait mettre une boîte dedans, ça serait de la photographie socio-environnementale. Ok. Dans le livre numéro 3 du collectif DR, dont on parle dans cette petite série d'épisodes qu'on enregistre à Visa pour l'image, pour donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent, donc tu publies un reportage que tu as fait en Mauritanie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un reportage que tu as fait dans le cadre d'une de tes missions de ce boulot d'ingénieur. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, complètement. Sur ce voyage-là, j'avais en effet la double casquette. D'un côté, j'organisais un chantier, donc un chantier d'installation de mâts de mesure éolien, à ne pas confondre avec des éoliennes, parce que ce sont bien des mâts qui sont très fins, métalliques, sur lesquels on va installer des capteurs, des anémomètres, des gyroètes, des baromètres à différentes altitudes, et qui vont permettre, enfin c'est une station météo en fait, qui seront installés dans divers points du désert de la Mauritanie, au sud, au nord, à l'est, et qui permettront in fine à l'État mauritanien de bénéficier d'études de vent pour prendre des décisions sur l'implantation de parcs éoliens à tel ou tel endroit. Donc c'est un projet qui est très amont et qui s'inscrit dans la volonté de certains pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Mauritanie, de sortir du pétrole et d'impulser des politiques de transition énergétique. Et ce que je voulais montrer dans ce reportage, c'est ce qu'implique la transition énergétique dans des pays comme l'Afrique. C'est des conditions qui sont très différentes de ce qu'on peut connaître en France. On est dans des pays qui n'ont pas la même infrastructure que ce qu'on a en Europe, dans des zones qui sont très isolées, qui peuvent être difficiles d'accès, avec des conditions climatiques compliquées. On est dans le désert, il y a des insectes, des températures un peu extrêmes, des routes qui sont un peu défoncées et pas beaucoup
pas beaucoup de moyens sur place pour loger par exemple des travailleurs. Et surtout, il y a assez peu de personnel qualifié dans certains domaines qui sont essentiels pour installer ça. Typiquement, le câblage de capteurs, ces choses-là. On peut trouver beaucoup de compétences pour tout ce qui est mécanique, installer les mâts, tout ce qui est travaux artisanaux. Et par contre, pour toute la partie ingénierie, il y a pas mal de choses qui sont faites en France. Et donc du coup, il y a des ingénieurs et des techniciens français qui vont aller en Mauritanie pour déjà faire l'installation, mais également former des ingénieurs mauritaniens pour continuer ces travaux sur d'autres installations. Dans le projet, là, il y a 3 mâts, le reportage du livre d'air documente la mise en place de 2 de ces mâts, et donc le chantier un peu extrême avec des opérations en altitude, en pleine nuit, dans le désert, sur 2 sites. Le 3e sera construit à la frontière avec le Mali, donc sur une zone qui est un peu chaude et dans laquelle des travailleurs européens ne peuvent pas aller, puisque c'est des zones qui sont extrêmement à risque, surtout en ce moment avec le sentiment anti-français et les risques terroristes. Donc il y a aussi une idée de collaboration entre les travailleurs occidentaux, français, et les travailleurs, les ingénieurs et techniciens mauritaniens, pour avoir une transmission de connaissances et faire en sorte que finalement les locaux soient aussi capables que les occidentaux de faire ce travail-là. Donc il y a aussi cette idée de collaboration entre la France et la Mauritanie sur un projet comme ça, qui est bénéfique sur le long terme, et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce reportage. D'accord, c'est super intéressant, et on sent que vu que tu maîtrises parfaitement le sujet en tant qu'ingénieur, et on sent que tu as passé des heures et des heures à bosser tout ça, quelque part c'est une facilité pour toi en tant que journaliste de l'expliquer. Peut-être dans quelle mesure il y a un transfert de ces 2 compétences qui viennent s'enrichir ou pas. Est-ce que d'ailleurs depuis ces dernières années que tu t'es formé au journalisme, au photojournalisme, à l'écriture, documentaire, tout ça, est-ce que ça a impacté, et de quelle façon peut-être ton travail d'ingénieur ? Complètement, en fait, ça me permet, pour moi c'est complètement indissociable, je peux pas être tout l'un ou tout l'autre, dans le sens où j'ai toujours envie de me poser la question du lien entre les choses, de prendre un pas de côté par rapport à la technique, et donc au chantier, etc., et de comprendre dans quoi les choses s'inscrivent. Et les compétences de journalisme, de photojournalisme, en fait, c'est avant tout être curieux, c'est avant tout savoir poser des questions, c'est avant tout s'intéresser aux gens, aux phénomènes sociaux, aux phénomènes politiques. Et du coup, je trouve ça absolument fascinant de travailler sur quelque chose qui pourrait être purement technique, des capteurs, des câbles, des trucs qui vont donner des données, mais de le replacer dans un contexte politique et social, et pourquoi la Mauritanie fait ça, et qu'est-ce que ça représente en termes de budget, qui est-ce qui finance ça? Est-ce qu'il n'y a pas un contexte géopolitique aussi qui fait que la France ou d'autres pays soient amenés à participer à la transition énergétique dans les pays en Afrique? Est-ce qu'il y a les intérêts derrière ça? Est-ce que ça représente un avantage ou au contraire des problèmes pour les populations locales? Et ça, c'est vraiment le côté journalisme et le côté photojournalisme qui amène à se poser les bonnes questions. Et derrière à trouver déjà des gens qui sont capables d'y répondre, et des sujets toujours plus intéressants pour aller plus loin. Et voilà, on a une technologie, mais à quoi elle sert, pourquoi elle est là, et qu'est-ce que ça a comme conséquence derrière. C'est vraiment ça qui me motive, et c'est vraiment ça qui fait que c'est intéressant d'avoir les 2 volets, d'être en plein dans l'organisation, et aussi à un moment de se dire stop, là je sors la tête, j'ai la tête dans le guidon, mais je lève la tête du tunnel, et je vais essayer de replacer les choses dans leur contexte. Ouais. Et puis pour peut-être plus facilement vulgariser aussi derrière, ne serait-ce que pour les populations que tu rencontres, pour expliquer. C'est pas facile d'expliquer quelque chose, de raconter une histoire qui est assez complexe, parce qu'il y a de la technologie, de la technique, des choses assez spécifiques. Alors en fait, faut pas tomber dans les idées reçues. Il y a énormément de personnel et de gens qui sont très qualifiés en Afrique. Et en fait, tout dépend à quel niveau on se place. On va parfois avoir à travailler avec des techniciens ou des personnes qui n'ont absolument aucune qualification. Moi, j'ai été amené à travailler dans un entrepôt et à aller sur le marché de l'emploi avec des gens. Alors, il y a quelqu'un qui a un tuyau dans la main et c'est un plombier. Il y en a un autre, il a une poignée de porte dans la main et lui, il est menuisier. Et du coup, tu fais un peu ton marché. Il y a des gens qui travaillent à la journée. Tu vas aller. Donc voilà, j'avais un Mauritanien qui est le partenaire sur le projet qui m'aidait à faire ça. Je ne me suis pas lancé là-dedans tout seul.
mais je me suis retrouvé avec quelqu'un qui n'avait absolument aucune compétence. C'était à moi de le téléguider pour porter tel truc ou tel machin. Et à contrario, j'ai aussi échangé avec des ingénieurs de haut niveau mauritaniens qui sont impliqués dans les arcanes de la politique, de la prise de décision, et qui font aussi des projets de haut niveau et qui ont un haut niveau de qualification. Donc je dirais que en fait, le transfert de compétences, il se fait à plein de niveaux. Quand on travaille avec des équipes techniques, le vrai enjeu, par exemple, c'est au niveau de la sécurité. Nous, on arrive avec des équipements de travail en hauteur, avec des harnais, avec des trucs voilà, d'extrêmement bonne qualité, tout neuf, avec nos normes françaises pour être sûr qu'il n'y ait pas un pet. On arrive et on est face à des gens qui montent à 50 mètres de hauteur sans s'attacher, qui ont un bout de corde, qui s'attachent au mât, qui font leur truc. Et nous, on est là, mais en fait, ce gars, in fine, il travaille pour moi, quoi. C'est... Pas tes responsables. Concrètement, ce gars-là, bon, c'est peut-être le sous-traitant de mon sous-traitant, mais moi je suis là avec lui, on travaille sur le même projet pour faire la même chose. Et pourquoi moi j'ai tous ces moyens et ce gars-là, en fait, il en a rien à foutre, mais il est en train de risquer sa vie. Et du coup, on est en permanence confronté à cette espèce de déséquilibre. Et ce qui ne veut pas dire que la personne est moins qualifiée, parce que ces gens-là, ils sont capables de me démerder une situation dans laquelle moi j'aurais été strictement incapable de faire quelque chose. Typiquement, on devait placer un panneau solaire quelque part et voilà, on m'a emmené dans un village et j'ai rencontré des artisans qui étaient capables de souder une structure pour un panneau solaire en quelques minutes en leur montrant un dessin. Ça donne des photos assez intéressantes d'ailleurs qui sont prises sur le vif. Et du coup, il y a des échanges avec ces gens-là et on comprend que c'est vraiment la manière de fonctionner qui est différente entre l'Occident et l'Afrique. Et c'est quelque chose que j'essaie de montrer aussi dans le reportage, dans les photos, qu'on voit qu'on est vraiment sur des mondes différents, sur des manières de fonctionner qui sont différentes et tout est plus simple, les choses, il y a beaucoup de problèmes mais qui se résolvent facilement. Mais par contre, ben, voilà, il y a un prix, c'est la pauvreté, c'est le manque de moyens, la sécurité, mais les gens fonctionnent avec ça au quotidien en Afrique. Super. Parlant, tu as parlé de ces mâts sur lesquels tu as grimpé en pleine nuit pour ce reportage, pour faire des photos, ce qui n'a pas été simple déjà sur la partie accès, mais sur la partie photo de nuit, j'imagine, ça va être un sacré casse-tête. Ouais. Et plus largement, je sais que tu as travaillé sur des sujets aussi sur l'alpinisme, notamment l'alpinisme féminin. Ouais. Et tu as été obligé d'apprendre à être autonome sur corde, utiliser des crampons pour la glace, des pioliers. Bon, c'est un truc que j'aime bien, que je connais, mais c'est vrai qu'au début, c'est pas simple. Comment tu t'es formé et comment tu as appréhendé de faire ça ? En particulier sur l'utilisation d'équipements cordes et montagne. Déjà, c'est quelque chose qui m'intéresse à un niveau personnel. Je me suis mis à l'escalade il y a quelques années et du coup, je me suis formé aux techniques de base de l'escalade. Après, côté alpinisme, un des meilleurs moyens de le faire pour les gens qui s'intéressent à la photo de montagne et qui souhaitent, il faut forcément avoir certaines compétences quand on s'intéresse au monde de l'alpinisme parce que voilà, pour suivre les gens, forcément, il faut aller où ils vont et ça demande du matériel et puis savoir l'utiliser et s'inscrire au club alpin. C'est, je pense, le meilleur conseil que je puisse donner puisque en fait, il y a toute une structure qui est là avec des sorties, c'est pas très cher et ça permet justement de ne pas avoir à dépenser des milliers d'euros dans du matériel tout de suite et déjà d'avoir des encadrants qui nous prêtent le matériel et qui nous apprennent à l'utiliser. Donc moi je me suis formé vraiment sur le tas comme ça et également s'entourer, pas partir comme un con sur un truc qu'on sait pas faire, pas aller sur un glacier alors qu'on ne l'a jamais fait si on n'est pas encadré. Donc pas hésiter moi j'ai payé des guides de haute montagne, donc des femmes guides de haute montagne qui faisaient aussi partie de mon sujet. C'est aussi comme ça que je les ai rencontrées. Ça coûte un peu cher, mais derrière c'est incroyable d'avoir cette tranquillité d'esprit. On a les bases, on sait mettre des crampons, on sait utiliser un piolet, on sait s'assurer, faire des nœuds, mais derrière, pour assurer, pour poser les points et tout ça, c'est une personne qui va se préoccuper de ta sécurité pour que toi, en tant que photographe, tu puisses juste pas réfléchir à tout ça, laisser le côté sécurité à la personne qui t'encadre et du coup prendre tes images en toute sécurité en pilotant quelque part le guide et en disant voilà, je vais prendre des photos de cette cordée qui est de ce côté-là, j'aimerais bien qu'on aille plutôt sur cette face-là. Et du coup, elle va savoir comment faire pour anticiper, y être avant. Et puis même des fois, t'apprendre des techniques pour te mettre en suspension ou en équilibre, de manière à ce que tu puisses avoir le bon angle. Donc voilà, ça c'est pour le cas spécifique de l'alpinisme, il faut l'anticiper.
Ouais. Ouais, il y a quelque part un parallèle à faire avec l'utilisation d'un appareil photo, par exemple, dans le sens où plus tu vas investir de temps, d'énergie, d'argent, comme tu l'as dit, dans l'apprentissage de cette technique pure, plus tu vas avoir une tranquillité d'esprit et du coup tu vas avoir une capacité de focus plus grande sur le cadrage de tes images, comment tu racontes l'histoire, ce genre de choses. Complètement, mais ça c'est évident et avoir à utiliser un appareil photo, plus on utilise de matériel et plus ça prend de bandes passantes dans le cerveau. Et cette bande passante-là, si tu prends des réflexes, le principe du réflexe c'est que tu n'as pas à réfléchir, tu sais le faire par nature et du coup ça ne prend plus de bande passante. Donc plus tu te forces à créer des réflexes et plus tu auras de bandes passantes à dédier à ton sujet et pas à l'utilisation du matériel. Donc c'est un des trucs que j'ai appris chez DR et qui est extrêmement bien expliqué dans certaines formations qui sont dédiées à l'équipement, c'est apprendre à utiliser son équipement, connaître par cœur son appareil photo, faire des sorties uniquement sur la façon dont on va, enfin voilà, sur la pratique de comment je règle mon matos, de manière à ce que ce soit plus une question à se poser. Et parce que là, perdre un quart d'heure à retrouver comment on fait pour gérer la lumière ou la mise au point, alors que les gars, enfin voilà, les sujets, ils en ont rien à foutre. Si c'est de l'alpinisme, l'image elle est passée, tu pourras pas la reproduire. Et tu as perdu ton image juste parce que c'est con, tu t'es pas posé la question avant de partir en reportage. Puis il y a un autre élément, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression aussi que plus c'est technique, et d'ailleurs plus tu vois les gens faire cette technique-là, tu vois, je prends par exemple le cas beaucoup plus terre à terre d'un photographe de studio qui va faire une séance avec 2, 3, parfois plus flash, tu vois, avec un élément un flash déporté, etc. Toi, tu regardes le truc de l'extérieur, tu te dis, wow, ça a l'air méga compliqué. Ouais. Quand tu vois le rendu, tu fais, wow, putain, c'est quand même vachement bien, ce serait quand même bien de réussir à faire un truc comme ça. Et du coup, mais c'est tellement compliqué que tu vas dire, ouais, mais c'est pas fait pour moi. Alors que le mec qui le fait, vu qu'il est parfaitement au courant de ce qu'il fait, il le fait plein de fois, en 2-2, il te met un truc, tu vois. Tu te rappelles Milena Perdriel, ouais, tu l'as rencontrée dans son studio, elle donne des cours, elle fait ce genre de trucs et à chaque fois c'est impressionnant, tu la vois en train de bouger un flash de genre 5 cm et elle t'explique, voilà, ça va tout changer, mais du coup, hop, on fait quand même un test et tout. Et du coup, tu as cette appréhension. Et du coup, j'en viens à une question qui serait super intéressante que tu répondes parce que tu es passé par la case, il n'y a pas si longtemps que ça, de débutant dans ce milieu-là, du photojournalisme. Et je pense que, comme beaucoup de gens, comme nous tous, tu avais des appréhensions, tu te disais, mais être publié dans un magazine ou faire un grand reportage et tout, c'est quand même très technique, ça semble assez inaccessible. Qu'est-ce qui a fait qu'au final, tu as pu te lancer et dire, en fait, ça va, je vais le faire et puis ça y est, je le fais, quoi. Ben déjà, donner un canevas de départ. La formation, c'est la clé de tout. Même les gens qui sont autodidactes, en fait, ils se forment d'une manière ou d'une autre, donc ils prennent l'information quelque part. Et sans ça, c'était pas possible d'arriver à produire des reportages de cette manière-là. Donc, il y a certaines compétences que j'ai acquises dans le collectif DR et qui derrière donnent des outils pour derrière être autodidacte et chercher et savoir comment chercher l'information et laquelle. Je me souviens, une des premières révélations que j'ai eues en suivant ces formations-là dans la première année que j'ai suivie dans le collectif, c'était apprendre à faire un synopsis. C'est genre, putain, mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est ça le vecteur de communication avec les médias. C'est pas je vais envoyer un mail en essayant de décrire bizarrement mon sujet en mettant des trucs en pièces jointes. C'est non, on fait un PDF avec une certaine structure, une manière de penser le sujet. Et déjà ça te donne une clé de communication qui est communément acquise dans le milieu. De voilà, le synopsis, un iconographe s'attend à recevoir un synopsis, donc je dois apprendre à le faire. Et après, voilà, il y a le côté un peu militaire du il faut que ce soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, et puis tu te fais démonter ton synopsis. C'est super joyeux, ça apprend l'humilité. Et derrière, c'est bien parce que tu te retrouves à être déjà à faire un premier jet de ton sujet, à prendre du recul dessus, à le faire critiquer par d'autres personnes. Et ensuite, tu t'auto-fouettes, quoi. Tu te dis, bon, alors là, ce que j'ai fait, c'est de la merde. Si je devais le présenter à Fred Mariès, ce truc-là, je me ferais défoncer. Donc non, il faut que je refasse mes photos, mes choses. Donc une fois qu'on a ces réflexes-là, on avance tout seul parce qu'on rencontre des gens, on a des échanges sur notre travail. Et en fait, ça dédramatise le truc. C'est la stratégie des petits pas.
Au début, on fait de la merde, plus ou moins, de la merde plutôt mieux, et puis au bout d'un moment, ça devient carrément potable, et puis il y a un moment, quelqu'un va dire « Ah ouais, putain, il est bien ton sujet », et ça prend peut-être un an, mais qu'est-ce que c'est gratifiant d'avoir ce retour-là, même si c'est pas un iconographe qui le dit, mais un autre photographe. Et petit à petit, bon, on prenait l'exemple du matériel et tout, on peut avoir être suffisamment serein sur les habitudes qu'on a prises pour aller voir ailleurs et apprendre d'autres techniques. Prenez utiliser un flash, et ça peut aussi aider, je dirais, à se renouveler. Il y a des moments, et toujours des moments où on se dit putain, j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, j'ai l'impression que c'est barbant, je regarde ce que font les autres et il y a des trucs incroyables, tout le monde arrive à penser out of the box et à trouver des angles inédits et en fait le simple fait d'utiliser parfois un autre matériel ou de prendre une autre pratique comme dire bon voilà je fais du portrait mais là j'ai envie de me mettre à la photo de rue, ça va nous permettre de faire un pas de côté. Et donc, putain, j'ai jamais pris ce style de photo avec un flash. Je savais pas qu'on pouvait faire rebondir la lumière sur un plafond. Et c'est des images que je savais pas prendre avant. Et ça ouvre un univers, en fait. Et du coup, petit à petit, il y a des univers qui s'ouvrent. Et puis, en fonction des affinités, de ce qu'on a envie de faire, on peut créer des liens. Et puis, c'est comme ça qu'on se crée un style. Et ça prend un temps fou. Mais qu'est-ce que c'est intéressant. Ouais, faut être patient. Faut être patient. Là, on est en ce moment dans une des villas qu'on a à Perpignan. Et ce matin, t'es passé à l'exercice du pitch de sujet de Synops, justement, où on a expérimenté le fait de proposer à des iconographes de venir nous voir et bon, c'est pas la première année qu'ils viennent, mais de leur proposer des sujets sans leur montrer les photos au départ, juste en disant, voilà, en 1 minute, je t'explique mon sujet, et notamment toi, tu as expliqué la Mauritanie. Et derrière, capter l'attention de la personne, dire, ok, j'ai envie de voir les photos. Là, tu m'as vendu le truc. Tu m'as vendu un peu du rêve, j'ai envie de voir le rêve, quoi. Comment tu l'as senti? Tu sens que tu es à l'aise avec cet exercice? Qu'est-ce qui t'a aidé pour quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise? Parce que si on demande à n'importe qui nous écoute de pitcher à un inconnu et qui en plus a le pouvoir potentiellement d'acheter ses photos pour un magazine dont il rêve tous les matins, de pitcher son truc, les gens n'y arrivent pas forcément tout de suite. Qu'est-ce qui t'a aidé et qu'est-ce que tu retiens de cet exercice? Bon, c'est sûr que c'est un exercice qui est un peu impressionnant. On a l'impression qu'on a qu'une chance, quoi. On a 10 minutes et c'est parti. T'as mon attention, dis pas de la merde, donc de base t'as la pression. Et ça, je dirais que c'est un peu déstabilisant et en fonction des personnalités, ça peut être un problème. Moi, si on me pose un cadre, ça me déstabilise. Si je sais que les gens me regardent ou attendent quelque chose de moi, je vais avoir tendance à dire de la merde et je vais avoir des connexions qui se font pas dans mon cerveau. Mais c'est très personnel, hein, ce que je dis, ça s'applique à moi, mais je sais qu'il y a des gens qui sont absolument différents. Mais pour ma part, il faut que je sois convaincu par mon sujet. Il faut que, en fait, je vais simplement parler à l'iconographe comme j'expliquerai mon sujet à ma mère ou à mon meilleur pote qui a envie de savoir ce que j'ai fait en Mauritanie et pourquoi je l'ai fait et pourquoi ça m'a intéressé. Parce que moi, si je fais ces sujets-là, c'est parce que ça me passionne. Je trouve ça extrêmement intéressant, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de passer un message. Et en fait, c'est ça qui me motive dans la photographie, c'est de faire passer un message et de faire comprendre des choses aux gens. Et d'aller au-delà de certains clichés et idées reçues. Et donc, au début, je vais souvent être soit un peu timide, soit me poser un cadre. En général, ce que je dis au début, c'est un peu merdique. Et puis, petit à petit, je vais me laisser aller dans mon discours en essayant de le cadrer. Et je pense que c'est aussi important de ne pas trop se laisser emporter par la passion de ton sujet, parce qu'on est tous, on incarne complètement nos sujets et c'est facile d'en parler pendant des heures, de se mettre quand même des petits warnings dans la tête en disant attention, c'est vrai, j'ai que 10 minutes, il faudrait quand même penser à synthétiser 2-3 trucs et juste avoir cette petite présence d'esprit qui permet d'orienter le truc et de passer à l'aspect suivant de manière à ce qu'on ne se soit pas étalé pendant 10 minutes sur le début de l'intro de son sujet, quoi. Ouais. Mais sinon, moi, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est expliquez-le comme vous auriez envie de l'expliquer à quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet, à quelqu'un à qui vous auriez envie d'expliquer pourquoi vous avez fait ce sujet-là, sans trop se prendre la tête, parce que je pense que c'est aussi ça que les iconographes recherchent, c'est des histoires, c'est l'émotion qu'il y a derrière, c'est pourquoi on a voulu raconter cette histoire. C'est pas explique-moi par A plus B ce que le gars fait, comment on le fait et pourquoi il y a telle lumière dans telle photo. C'est raconte-moi un peu l'enveloppe qu'il y a autour de l'histoire et la personnalité que tu as mise dedans.
je pense qu'à la fin, il faut qu'il y ait la sensation d'avoir eu une conversation intéressante avec quelqu'un. Ouais. Ça, je pense que déjà, c'est bon signe, ouais. Même si le sujet ne sera pas vendu ou est incomplet. Moi, on m'a dit, hein, mais en fait, c'est génial tout ce que tu me racontes, mais ton sujet, il est incomplet. Je dis, bah oui, je sais, il faut que j'y retourne. Et voilà, je sais que je vais y passer des années, mais au moins, j'ai un premier retour, je sais ce que tu en penses, et du coup, ça me donne envie d'aller le compléter. Et en plus, je sais ce qui te manque. Là, l'iconographe de Oui Demain m'a dit, mais très bien, tes météos sont installés, et ensuite, à quoi ça sert, elles sont où les éoliennes, à qui ça va servir, comment? Et du coup, bah oui, je ne suis pas capable de te montrer ces images-là, mais dans ma tête, j'ai déjà les prochaines étapes pour un prochain voyage en Mauritanie. Comment est-ce que je vais pouvoir raconter la suite de cette histoire? C'est vrai que le simple fait d'avoir des questionnements de gens qui ne connaissent pas le sujet ou qui sont pas dans le truc et qui n'y ont pas forcément parfois un grand intérêt, c'est vachement intéressant parce que du coup, c'est un peu comme quand tu essaies de creuser, tu vois, par exemple en politique, tu deviens meilleur dans la compréhension de l'univers politique quand tu écoutes des gens avec qui tu n'es pas d'accord, tu vois, ouais. ou des gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui vont se dire, mais des questions de bon sens, tu vois, mais pourquoi je devrais m'intéresser à ça? Et dans les lectures de portfolio qu'on fait ensemble toutes les semaines en DR, à chaque fois je vous pose la question, je dis, mais pourquoi c'est intéressant? C'est quoi l'enjeu? Et même plus loin, parce que ça peut être un peu plus trash, hein, et quand tu dis défoncer et tout, c'est vrai que ça peut être perçu comme ça aussi, mais c'est toujours dans la bienveillance et l'amour. Mais c'est le fait de dire... L'amour, permet-moi d'exprimer un doute. La bienveillance, je n'en doute pas. C'est le fait de dire, part du principe qu'en fait tout le monde s'en fout, même si c'est violent et même si ça peut sembler dur et cynique dit comme ça, mais quand tu commences à faire des rendez-vous dans des rédacs à Paris, tu te rends vite compte que les gens n'ont pas trop le temps. Il y a des trucs, entre guillemets, avec de gros guillemets, plus graves dans le monde qu'une histoire que tu vas leur proposer. Donc derrière, il faut arriver avec des arguments de vente qui partiront du principe, a priori tu t'en fous de ça, mais je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas t'en foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et c'est là que je disais qu'il y a des gens qui ont d'autres méthodes, parce que moi je suis très mauvais pour faire ça. Je suis pas un commercial dans l'âme et j'arrive pas à... J'ai beaucoup de mal. Bah, ouais, mais en fait, je me débrouille bien parce que je suis convaincu par ce que je dis, mais j'ai assez de mal à... Mais ça, c'est vraiment très personnel. J'ai assez du mal à dire, bon, je vais essayer de lui vendre quelque chose et donc de lui caler les arguments comme ça. Ça se fait assez naturellement quand je suis convaincu par le sujet et que j'arrive à saisir la personnalité de qui j'ai en face, mais clairement, si j'ai quelqu'un qui s'en branle en face de moi, je vais pas avoir cette connexion qui se crée pour déblatérer mes arguments et je vais plutôt avoir l'impression de passer pour un con, ce qui va me déstabiliser au final. Ça va servir probablement à rien et tant pis, quoi. Bon, c'était peut-être pas la bonne personne ou le bon moment ou le bon sujet. Mais après, il y a cette question de cibler aussi. Dans tous les cas, effectivement, si tu pitches un truc sur les éoliennes en Mauritanie à un journal comme L'Équipe, forcément, c'est sûr que le mec s'en fout. Mais là, c'est clair. Maintenant, voilà. Mais si c'est ciblé dès le départ, a priori, la personne, elle a un intérêt à écouter le truc. Et puis, effectivement, après, c'est le choix du moment. Là, Visa pour l'image, les gens viennent chez nous, donc ils sont demandeurs de voir ce que vous faites. Ils disent, hein, on veut voir les photos, dans tous les cas. Et c'est ça aussi qui est bien, quoi. Oui, et même s'il n'y a pas de transaction qui se fait sur le moment, si on n'a pas vendu son sujet, le gain qu'on a, il est certain, c'est les personnes en face, elles nous ont vus. Quand on est photographe, on passe notre temps à envoyer des emails à des rédactions et à se heurter à un mur, parce que 90% de non-réponses, et puis dans les 10% qui restent, 90% de non, ou peut-être, ou j'en sais rien. Et à un moment, on a l'impression de parler à des machines. Et je pense que de l'autre côté, c'est la même chose. Donc ça crée un visuel, ça crée un petit affect, parfois même des petits moments de complicité. Et même les iconographes, ils tournent aussi dans ce monde-là. On a parlé à une iconographe qui anciennement du journal du dimanche, qui était sur le point de passer autre part, on ne sait pas où encore, mais quelque chose qui n'avait pas vraiment lieu d'être dans cette vie-là, peut-être qu'elle pourra intéresser cette personne à un autre moment, et c'est comme ça qu'on se fait un réseau, qu'on se fait des relations, et je pense que dans ce milieu-là, c'est essentiel. On a beau être le meilleur photographe du monde, si on n'a pas de réseau, de relations, et qu'on n'a pas un petit peu cette fibre d'aller parler aux autres, on va avoir beaucoup de mal à vendre son travail. C'est clair, c'est clair. Écoute, on a fait un bon tour, c'est chouette, merci pour ce partage. Est-ce que tu aimerais partager un dernier conseil peut-être à quelqu'un qui hésite à se lancer, ou qui galère un petit peu, qui pense qu'il est sur le point d'abandonner? Parce qu'il y a aussi ça qui est important, on traverse tout le temps des périodes de doute, peu importe les niveaux, je pense.
y a des très grands photographes qui sont passés sur ce podcast, qui ont continuellement passé à travers ces périodes de doute, de questionnement, de est-ce que ce que je fais a encore du sens, est-ce que, vu que je vends rien, est-ce qu'il ne faudrait me pas arrêter, trouver, avec de gros guillemets, un vrai métier. Qu'est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu conseillerais toi à ton niveau? Bon, déjà, c'est clair, il faut s'entourer. En tout cas, pour moi, ça a été déterminant, la technique du loup solitaire, à part si on est je sais pas moi, un Vincent Munier avec justement un truc basé sur la solitude et qu'on construit tout un imaginaire et un storytelling là-dessus. Bon, c'est pas le cas c'est le cas de pas beaucoup de monde, mais s'entourer. On a parlé de l'importance d'avoir un réseau, de l'importance de s'entraider. Moi, j'ai suivi des formations de photographie, des formations techniques, des formations plus journalisme. Et je pense que le collectif, c'est quelque chose qui m'a maintenu à flot. J'aurais pu abandonner 50 fois. Je vends assez peu dans la presse. Ça fait très longtemps que je fais de la photographie et c'est difficile de faire vivre son travail. Mais le fait d'être en équipe, le fait de rencontrer des professionnels, des photographes, etc., et puis d'avoir de l'effusion autour de ça, ça redonne l'envie et ça ouvre des horizons et on retrouve du plaisir à faire ça. Et je pense que l'essentiel est là-dedans, en fait, c'est qu'il faut se faire plaisir. Je pense qu'à partir du moment où la photo devient une tannée, la partie est pas loin d'être perdue. Donc il faut trouver des relais, des choses qui amènent du plaisir dans la pratique. Et peut-être que, c'est vrai, c'est pas un secret, c'est extrêmement difficile de vivre de la photographie. Et pour continuer là-dedans, pour percer, il faut, je pense, pas hésiter des fois à se dire, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai sanctuarisé ma pratique de la photographie à quelque chose une pratique qui me plaît. J'aime le photojournalisme, j'aime les sujets long terme, sur des aspects qui m'intéressent beaucoup, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Et je ne me suis pas tourné vers d'autres types de photographie plus rémunérateurs, parce que je me suis dit que si je faisais ça, peut-être du corporate ou j'en sais rien, j'ai fait un peu de mariage aussi, ce qui est très sympa, mais c'est pas ma came. Et donc, si je me mets à faire de la photographie qui ne m'intéresse pas ou qui ne me fait pas vibrer pour gagner de l'argent, quelque part, je trompe un peu mon amour pour la photographie et je risque finalement de finir dégoûté. Donc c'est vrai que moi, je suis un peu verni dans le sens où j'ai une autre source de rémunération qui me permet d'être plus tranquille sur la partie photographie. Mais en fait, du coup, c'est ça qui me permet de durer dedans. C'est ça qui me permet derrière de continuer de mettre de l'énergie dans les reportages, d'insister, des fois de remettre un billet dedans pour aller refaire une passe pour compléter un sujet, pour essayer de recontacter une rédaction et que ça dure dans le temps. Ça me permet aussi de ne pas réagir à chaud, de ne pas réagir avec l'angoisse de ne pas avoir suffisamment de thunes à la fin du mois pour pouvoir boucler mes factures ou terminer mon reportage. Et c'est un luxe, hein. Je sais que c'est assez décrié dans le monde de la photographie parce que t'es pas un vrai, parce que voilà, tu fais pas que ça. Mais bon, l'important, est-ce que c'est pas au final de publier des sujets, de faire passer un message et petit à petit de progresser en fait. T'as vraiment ressenti ça? T'as ressenti des gens qui te disaient, ou des gens t'ont dit, ouais, c'est pas un vrai statut de photographe parce que t'as un autre boulot à côté? J'ai dit ça, mais en fait, je l'ai jamais ressenti à mon niveau. Personne m'a jamais fait ce reproche et moi, j'ai aucun problème à parler un peu du fait que j'ai deux activités. Et du coup, en gros, toi, tu l'imagines un peu comme ça, quoi. Bon, voilà, c'est surtout des débats sur Internet, des choses que tu vois quand tu es sur des forums, etc. Mais je l'ai jamais ressenti à mon niveau. Alors après, voilà, ça sera peut-être le cas un jour. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement de trouver des synergies entre mes deux activités. Et en fait, dans mon autre job, je suis reconnu aussi comme photographe, ce qui veut dire que mes boss me donnent aussi un large espace pour travailler. Eux, ça les arrange aussi parce que ça leur fait de la visibilité, et moi, ça m'arrange aussi parce que je peux profiter d'un voyage pour le travail pour dédier du temps aussi à la photographie, et ça se fait en bonne entente, et finalement, tout le monde en bénéficie. Et puis, comme dans les deux cas, je fais des choses qui me passionnent, et j'ai du temps et des moyens pour travailler sur des sujets qui me passionnent et qui dialoguent, en fait. En fait, c'est super intelligent. On revient sur la question de bon sens, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est super intelligent de mixer les deux. Et alors, là où
Tu as des gens qui vont peut-être pas mettre en avant le côté corpo de leur activité, mariage, pour montrer que le côté grand reportage, documentaire et tout, pour se faire un personal branding qui aille dans ce sens-là, ce qui est ok. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'il y a des gens comme toi après qui vont pas se sentir coupables, mais tu vois, qui vont avoir cette pensée-là. Là où tu as des gens qui seront très décomplexés dès le départ, tu vois, je pense à un photographe comme Olivier Lavielle qui est passé dans le podcast, qui disait que moi je suis steward chez Air France, je vends des photos chez Yellow Corner, ça marche très bien, je pourrais arrêter mon métier de steward, mais j'adore ça. Ouais. Tu vois, et puis c'est pareil, je peux voyager, ça c'est cool. Mais au final, quand tu regardes les stats et quand tu parles avec les gens dans la vie privée, j'ai envie de te dire, il n'y a presque aucun photographe en France qui n'a pas une autre activité à côté. Ouais. Et parfois même une activité qui n'a rien à voir, tu vois, avec l'expertise qu'il a dans la photo, comme toi, dans la photo sociale et environnementale. Il y a des gens qui sont serveurs, des gens qui sont chauffeurs, des gens qui font un taf alimentaire qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Tu vois, Chauvel, dans un podcast il y a pas longtemps, il disait quand tu croises un photographe de guerre, c'est un peu comme quand tu croisais des acteurs en Californie qui te disaient « Ouais, je suis comédien » et que toi tu leur répondais « Ah, dans quel café ?» C'est vrai, c'est un peu le même délire. Mais c'est un bon sujet de photo-reportage. Ouais. La double vie des photographes. C'est vrai. Ouais, il y a un truc à faire ouais. Avec des portraits et tout. Mais ouais, c'est comme je sais plus qui en discutant avec des iconographes là hier, une des iconomes disait qu'elle avait rencontré une photographe qui avait fait un photo-reportage sur la décadence de la presse papier. Dont les photographes souffrent en fait. Ouais. Donc du coup c'est intéressant de tourner l'objectif vers soi-même et de documenter aussi ce qui se passe dans ces métiers, quoi. Que ce soit dans la presse ou dans le monde de la photographie. Je me suis toujours demandé si quelqu'un avait déjà fait un reportage sur un photographe de manifestation par exemple. C'est un peu Inception, mais voilà, il se passe aussi des choses intéressantes dans notre milieu, quoi. C'est clair, c'est clair. Écoute, on arrive au bout de cet entretien. Merci pour tout ce partage. Merci super aussi. Inspirant, super sympa. Et puis on va continuer cet échange autour d'un verre à Perpignan. Et on incite les gens à venir nous rencontrer à Visa. On sera là l'année prochaine, on sera là l'année suivante. Et c'est cool de pouvoir échanger avec toi. On ne se voit pas le reste de l'année, malheureusement. On habite tous dans des endroits différents. Et là, se voir tous, là, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, très sympa. Merci beaucoup d'avoir organisé tout ça d'ailleurs. Ouais, je t'en prie. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.